qui est Virginia Woolf rapidement. Et comment on peut comprendre cette phrase dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est pas anodin que ce soit une femme, une féministe, bonjour, une féministe bisexuelle, qui s'est suicidée, une vie tragique, romantique, tragique, c'est souvent compatible, le romantisme et le tragique. Ensuite, je parlerai du yin et du yang. Je ferai un mouvement dialectique, Occident, Orient, Occident. Donc, Virginia Woolf, l'Angleterre, un voyage dans le temps. Sort ensuite le taoïsme, les principes du yin et du yang. Et puis, dans un troisième temps, ce sera Platon, l'éros de Platon. Et enfin, en synthèse, je prendrai la psychologie du XXe siècle avec Carl Gustav Jung, Anima Animus, Reich, la bioénergie, c'est beaucoup inspiré du taoïsme dans sa vision plutôt sexuelle, on va dire, des choses. Freud un petit peu, voilà, une petite conclusion. Voilà en gros le plan qu'on va suivre. Alors, Virginia Woolf, je rappelle, elle est née en 1882, morte en 1941. Elle s'est suicidée, c'est tragique. Elle souffrait de ce qu'on appelle des états bipolaires, bipolarisme. Alors c'est peut-être aussi une manière de dire, comme on ne sait pas, je ne suis pas un expert en psychiatrie, mais les symptômes de la bipolarité, c'est des états maniaco-dépressifs, où on est euphorique à un moment donné, déprimé à un autre moment. Ça peut rendre suicidaire, effectivement. Alors il y avait d'autres choses, elle était mariée, un mari adorable qu'elle aimait, mais c'était plus un amour, on va dire, de tendresse, voilà. Puisqu'elle a eu des compagnes, elle était bisexuelle, comme on dit. Une féministe, une figure du féminisme, très difficile en Angleterre du début du XXe siècle, très puritaine, où les féministes étaient mal vues. Elle a beaucoup souffert, elle a été beaucoup traînée dans la boue. Donc, elle a terminé, elle s'est suicidée dans l'eau, ce qui n'est peut-être pas anodin, c'est le symbole taoïste par excellence, l'eau, l'élément taoïste par excellence, l'élément féminin. C'est aussi l'image de la fusion avec le grand tout. Là, on pense à cette petite phrase, aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul. C'est la recherche, disons, de la solidarité, de la fusion avec les autres. À la fois, on peut le comprendre dans un sens sexuel, enfin en tout cas érotique, de l'amour à deux, conjugal en tout cas. On a besoin de sa moitié, une femme, qu'importe. Ou alors, ça peut aussi être la communauté, le besoin d'une communauté. C'est un peu les deux, je pense, chez Virginia Woolf. Elle n'a pas vraiment trouvé le grand amour de sa vie, il me semble. Elle l'a cherché toute sa vie. Et en même temps, elle aurait voulu tellement plus s'intégrer dans la communauté de son pays, et ça n'a pas été le cas. Elle a souffert du machisme ambiant, de l'homophobie aussi ambiante, de l'Angleterre un peu puritaine du XXe siècle, début XXe siècle. En fait, on l'a souvent comparé à Oscar Wilde, qui a vécu pratiquement à la même époque, un peu avant, et donc qui aussi a été persécuté, homosexuel. Alors, je lis quand même le petit passage en anglais, je traduis pour ceux qui ne sont pas des experts de la langue anglaise, mais je pense que tout le monde a quelques notions d'anglais. Lock up your libraries if you like, but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind. Donc elle est vraiment, pardon pour l'accent, elle est vraiment voilà, en lutte, c'est une lutte contre les conventions, le conformisme de son temps, comme beaucoup de figures du romantisme, et de ce point de vue-là, elle est intéressante. Voilà ce que je pouvais dire sur Virginia Woolf, parce que je ne la connais pas plus que ça. Bon, et puis encore une fois, cette citation n'est qu'un point de départ. C'est un café Tao, c'est pas un café littéraire, donc on ne peut pas y revenir pour les personnes qui pourraient rajouter des choses sur Virginia Woolf, bien sûr c'est le bienvenu. Je passe directement au Tao, puisque je trouve que cette phrase a une consonance taoïste. Je rappelle, ce que tout le monde sait, mais je rappelle quand même les grands principes du Tao. Il faut préciser, le Tao c'est un symbole très ancien, qui n'appartient pas au taoïsme uniquement, puisqu'il est repris par Confucius. Mais simplement entre Lao Tzu et Confucius, il y a une lecture différente. Confucius va prévoir une lecture verticale du Tao, avec le yang en haut. Le yang c'est le ciel, principe masculin qui domine. Donc Confucius en quelque sorte c'est le conservateur qui maintient la structure mentale chinoise, ancestrale, où le principe masculin prime sur le principe féminin, le patriarcat, comme on dit, chinois. Et comme dans la plupart des pays
c'est le principe masculin qui est valorisé avec l'identification au ciel, comme chez les Grecs aussi. Le ciel, la terre c'est Gaïa, le ciel c'est Uranos, Uranos c'est le principe masculin, c'est un dieu, Gaïa c'est une déesse, il y a la même chose en Chine. Le yang, le ciel, c'est l'homme, le yin, terre, c'est la femme. Pour Confucius, Lao Tzu, c'est le rebelle. Voilà, plairait plus à Virginia Woolf. C'est le rebelle par rapport à Confucius. On n'est pas toujours sûr qu'il ait vraiment existé. C'est peut-être un personnage conceptuel, on n'en sait rien. Mais on suppose quand même, on lui attribue le fameux Tao Te Ching. Donc il aurait, même époque que Confucius, ils se seraient rencontrés, le courant ne serait pas passé entre les deux hommes. Lao Tzu est allé vers l'ouest, qui est tout un symbole, parce que vers l'ouest, peut-être que justement aujourd'hui, Lao Tzu, le taoïsme est plus populaire en Occident que le confucianisme, il me semble, alors que la Chine, elle reste très confucienne, ou elle devient très néo-confucienne. L'université chinoise, le néo-confucianisme est à nouveau enseigné. Donc pour Lao Tzu, il y a une lecture plus horizontale, carrément horizontale, du yin et yang. Il y a une égalité ontologique entre les deux, entre le principe vide, qui est le yin, le principe du plein, qui est le yang, le principe de la lumière, qui est le yang, le principe de l'obscurité, qui est le yin, le principe masculin, le mâle, c'est le yang, la femelle, c'est le yin, l'actif, c'est le yang, le passif, c'est le yin. Mais pour Lao Tzu, les deux sont nécessaires, ce sont les deux faces de la même réalité, et il y a la même valeur pour les deux. Donc, il y a une vision plus horizontale des choses. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, donnera même un petit privilège au principe féminin, en disant qu'à l'origine est la femelle obscure. Voilà. Ce sont des aphorismes, le Tao Te Ching, c'est très poétique. Et donc Lao Tzu, c'est l'émancipateur des femmes. On peut le comparer d'une certaine manière au Christ, par rapport à certains de ses disciples, ou à Moïse, par exemple, un mosaïque, qui est une loi très patriarcale, le judaïsme est une religion patriarcale, comme l'islam. Le christianisme est redevenu patriarcal, mais dans ses fondements, il me semble, avec le Christ, il n'est absolument pas patriarcal. Et au-delà du patriarcat, puisque Jésus, c'est un émancipateur des femmes. C'est évident pour son époque. Une certaine lecture, évidemment, qu'on peut faire. Et on pourrait y revenir dans le débat si vous voulez. En tout cas, le yin et le yang, c'est un complément. C'est une polarité complémentaire. Il n'y a pas d'opposition. Les Occidentaux souvent comprennent mal la pensée chinoise. C'est une pensée où il n'y a pas de morale au sens occidental du terme. Morale, certes, une morale sociale plutôt. Mais il n'y a pas la morale au sens occidental entre le bien et le mal. Pour les Chinois, il n'y a pas de bien absolu, de mal absolu. Il n'y a pas un dieu du bien, un diable qui serait le méchant de service. Non. Ils sont hostiles, réfractaires à tout manichéisme. Le yin et le yang, c'est pas le bien et le mal comme je l'ai entendu dire souvent. On représente souvent le yin et le yang par une demi-goutte blanche et noire. Et le noir c'est le mal, le blanc c'est le bien. Non, pas du tout. Pas du tout pour les Chinois. Le mal n'est jamais qu'une conséquence d'un déséquilibre entre le yin et le yang. C'est comme la maladie. Le mal, c'est la maladie, c'est quand il y a trop de yang ou pas assez de yin, trop de yin ou pas assez de yang. Et d'ailleurs, pour soigner la maladie, pour les taoïstes, il suffit de rééquilibrer les énergies yin et yang. On peut prendre l'exemple du corps humain, on a des énergies yin et yang qui circulent dans les méridiens, c'est le principe de l'acupuncture, découverte chinoise très ancienne, liée à la philosophie du Tao. Quelqu'un qui est par exemple anémique, c'est qu'il n'a pas assez de yang. On ne dit jamais qu'il a trop de quelque chose, on dit plutôt qu'il n'a pas assez de quelque chose. Il y a des énergies bloquées, les énergies yang sont bloquées. Avec des aiguilles, on va toucher les bons méridiens, on va ouvrir en quelque sorte, pas les chakras, mais les méridiens. Et donc l'énergie yang va de nouveau circuler, et ça va rééquilibrer l'organisme, il y aura plus d'énergie. Au contraire, quelqu'un qui est un hyperactif, trop speed, trop nerveux, hypertension, etc., il n'a pas assez d'énergie yin. Il faut libérer les énergies yin qui sont les énergies de la douceur, du calme, il y a des aliments après qui sont yin et yang, etc. Donc, il y a toute une pharmacopée, toute une thérapeutique chinoise qui est basée sur le principe du yin et du yang, du principe, encore une fois, masculin et féminin qui s'interpellent. Alors évidemment, par rapport à la phrase de Virginia Woolf, on ne peut pas éviter de parler de la dimension, on va dire, conjugale, voire sexuelle du taoïsme, puisque dans le taoïsme ancien, vous avez eu de nombreux livres, ouvrages, un peu perdus, un peu poussiéreux, des traités de sexologie, qui étaient à l'usage plutôt des nobles, des seigneurs, des princes chinois, où effectivement on expliquait des pratiques sexuelles pour favoriser les échanges entre yin et yang, entre l'homme et la femme, déjà d'une manière toute simple.
l'homme et la femme, pour les taoïstes, doivent se rencontrer dans l'intimité, faire l'amour, pas seulement pour faire des enfants, bien sûr, ça c'est un principe de base, hein, biologique, mais aussi pour le bien-être, pour la santé. C'est bon pour la santé. Les sexologues d'aujourd'hui le diront tous. Mais pour les taoïstes, il faut ni trop peu, ni trop. Ça dépend de chacun aussi, pour les taoïstes. D'ailleurs, la médecine chinoise, c'est une médecine au cas par cas. Hein. C'est ça qui est intéressante. Tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y a des personnes qui ont plus d'exigences que d'autres. Hein. Ça dépend des personnes. Mais globalement, il ne faut pas s'épuiser à la chose non plus, pour les Chinois, pour les taoïstes. Mais il faut que ça circule. Parce que sinon, les énergies, elles sont dormantes et c'est mauvais. Donc c'est le principe de la vie, mais aussi de la santé, voire même d'une certaine, dans le mysticisme taoïste, une des branches du taoïsme, qui est une branche un peu exceptionnelle, mais qui existe aussi. Pour certains prêtres taoïstes, c'est même une manière d'atteindre le Tao, quoi. Donc d'illumination mystique qu'on appelle le Zhengmin, voilà, en chinois, le Zhengmin. Voilà. Zhengmin, c'est-à-dire une sorte d'illumination extatique. Voilà. Un peu comme le tantrisme, le point commun entre la sexologie taoïste et le tantrisme. Donc on retrouve cette idée qu'aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul, hein, parce que la perfection est représentée par la sphère. Le symbole du Tao, c'est une sphère avec deux gouttes qui s'interpénètrent. Je trouve que ça représente très très bien l'interpénétration sexuelle, hein, de l'homme et de la femme, mais c'est aussi psychologique, j'ai regardé avec Jung. Et puis en même temps, il y a aussi une dimension, je dirais, communautaire, sociale, dans le symbole du Tao. Les néo-taoïstes d'aujourd'hui expliquent, notamment la grande prêtresse du taoïsme, qui est une chinoise, qui réunit tous les ans des taoïstes, une grande réunion taoïste annuelle en Chine centrale. Cette prêtresse du taoïsme explique que le problème du monde actuel, c'est qu'il y a trop d'énergie yang et pas assez d'énergie yin. Il faut rééquilibrer les énergies. Il y a trop de violence, c'est une évidence de le dire évidemment, trop de profit, trop de volonté de réussir, trop de tout, quoi. Et on ne fait pas assez de vie, on n'est pas assez zen, hein. On est toujours à vouloir tout remplir. Effectivement, il suffit de prendre le système scolaire français comme exemple, hein. On déborde de yang, il explose parce qu'il est trop yang, c'est juste un exemple, hein. D'ailleurs, l'ironie du sort veut que l'Asie est encore plus yang que l'Occident en ce moment, hein, avec les programmes surchargés en Corée où il y a des jeunes qui se suicident parce qu'ils sont dans le burn-out et qu'ils échouent dans leurs examens et qu'ils pensent que la vie est finie. Il n'y a rien de pire que d'être sans emploi. Hein. Dans ces pays, ici aussi, c'est difficile à vivre. Mais bon. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un monde où on est complètement obsédé par le yang. On a laissé le yin de côté, et ça ne veut pas seulement dire l'homme et la femme, la dimension de l'homme, hein, parce qu'un homme peut être yin, une femme peut être yang. En général, la femme est plus yin et l'homme plus yang, mais les deux s'interpénètrent. Et c'est là qu'on peut faire le pont aussi avec Platon, dans le banquet notamment, qui parle des androgynes. Hein, il y a le mythe de l'androgyne, raconté par Aristophane dans le banquet, c'est un souvenir d'époque pour certains. C'est très intéressant ce mythe quand même, puisque ces êtres androgynes sont des êtres sphériques qui ont les parties sexuelles masculines devant d'un côté et le féminin de l'autre. Donc c'est comme un homme et une femme qui feraient un exercice sportif, mais ça peut être assez érotique aussi, mais dos à dos, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. Ils ne sont pas l'un contre l'autre, hein, comme quand ils font l'amour, ils sont séparés, mais ils se sentent quand même unis, hein. C'est comme s'ils étaient le même être, c'est-à-dire qu'ils se font face, en quelque sorte, mais ils sont le même corps sphérique. Or, ces êtres sont très puissants, c'est le mythe qui le raconte, ils veulent prendre la place des dieux, de Zeus, pour faire un coup d'état, parce qu'ils sont comme des dieux. N'oublions pas que Épicure racontait que les dieux, ce sont les bienheureux qui croyaient dans les dieux, les matérialistes n'étaient pas athées, croyaient dans des dieux bienheureux, dans leur bulle, qui passent leur temps à jouir d'eux-mêmes, dans la jouissance. Et ça, c'est très fort, l'intuition. L'idée qu'un dieu, ce n'est pas un être tout-puissant, ce n'est pas une espèce de général, de Napoléon, de dictateur, c'est tout simplement un être complètement réalisé, qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même, qui est dans la complétude totale. Le nirvana des bouddhistes, en quelque sorte. Et donc ces êtres se révoltent. Or, pour les empêcher de gagner la guerre, parce qu'ils sont très puissants, ces androgynes, ce sont des titans, Zeus donne une mission à Apollon, le dieu de la beauté, de l'harmonie, le dieu du soleil. C'est l'inventeur de la chirurgie esthétique en quelque sorte. Hein. Vous savez que quand vous avez des siamois, des jumeaux collés l'un à l'autre, ils ne vont pas vivre longtemps malheureusement. Donc on fait des opérations qui sont très longues, très complexes, on les sépare. Voilà.
ça marche pas toujours, mais parfois ça marche, on arrive à faire survivre les deux jumeaux séparément. De la même manière, donc, Apollon va couper en deux ces êtres, et ça donnera des hommes et des femmes qui pourront plus, qui seront la nostalgie finalement de leur moitié, qui vont se compléter avec l'autre. Donc, à force de courir vers l'autre sexe, divisé pour la vie, hein, c'est vers le monde, on ne fera plus la guerre. Faites l'amour, pas la guerre, hein, c'est l'Olympie. Et c'est vrai que le renverser, effectivement, Aristote se reprochait à Alexandre de trop faire l'amour avec des hommes et des femmes d'ailleurs. C'est aussi bisexuel comme Virginia Woolf. Et donc il perdait son énergie vitale de guerrier. Aristote disait calme-toi un petit peu à ce niveau-là et fais la guerre, fais plus la guerre. Et finalement, d'un autre côté, le génie d'Alexandre, c'est qu'il fera, grâce à ses amours, pour et contre, hein, grâce à ses amours, il fera la paix avec beaucoup de pays. On est plus dans des princesses de différents pays, et ce sera un homme qui avait une certaine grandeur aussi, même s'il y a aussi des massacres évidemment, comme dans tout grand conquérant. Mais finalement, c'est la jalousie d'un de ses. C'est une des versions, hein, il y a différentes théories, parce qu'on ne sait pas trop comment il est mort, mais il aurait été empoisonné par un de ses amants. Il aurait été jaloux de ses princesses. Enfin bon. Donc pour Platon, l'être humain est en manque. L'amour, le désir et manque fondamentalement une dualité, une polarité sexuelle. Il y a l'exception des choses homosexuelles, dont il était en disant qu'il y a parmi ces êtres, c'est un peu rajouté par Platon il me semble, de toute façon ce mythe est créé certainement par Platon, c'est ce qu'on appelle une allégorie, il l'attribue à Aristophane, mais en fait c'est Platon certainement qui l'a inventé, il en a inventé beaucoup des mythes, hein, Platon, de la caverne, etc. Et Platon rajoute que, et c'est là où il va un peu tirer la couverture aux homosexuels, en même temps dans la conclusion il fait parler d'une femme qui va un petit peu le reprendre, donc Platon il est un petit peu dans l'entre-deux. Ce qui dit que finalement parmi ces androgynes, il y a aussi des êtres qui sont à la fois hommes et hommes, femmes et femmes, hommes et hommes, et finalement ce sont les êtres supérieurs pour lui parce qu'ils vont moins brûler de désir. On sait très bien que c'est faux. L'homosexuel, il y a autant, voire plus, on n'en sait rien, mais en tout cas au moins autant de désir. Voilà, ça n'a rien à voir, je pense. Mais à l'époque, Platon, parce qu'il faut préciser que c'était une homosexualité, les homosexuels de l'époque étaient bisexuels en réalité. Ils avaient des femmes, il fallait faire des enfants. Platon était marié, il avait un enfant, il n'en parle jamais d'ailleurs, et il a eu quelques amants occasionnels. Et donc, c'est plus une bisexualité finalement qu'une vraie homosexualité. Une bisexualité, une homosexualité aristocratique, si je puis dire. Créer le plus, quoi, pour ceux qui avaient les moyens. Gens du peuple, en général, se marier avec des enfants. Et donc je passe à d'autres auteurs qui sont des lecteurs de Platon. Vous comprenez le grand principe, c'est l'attirance des sexes qui nous manque. Donc on n'est pas complètement tout seul, puisque à l'origine on aurait été des êtres bisexuels, pas au sens de l'orientation sexuelle, mais au sens vraiment ontologique du terme, c'est-à-dire à la fois hommes et femmes, yin et yang, donc sphériques, des êtres sphériques. Ça va beaucoup, cette vision de Platon et la vision d'ailleurs taoïste va beaucoup inspirer la psychologie européenne du XXe siècle. Sigmund Freud, d'une part, qui est un grand lecteur de Platon, et aussi des dissidents de Freud, Jung, Reich, et puis un théologien anglais rebelle qui s'appelle Alan Watts, dont je dirais un mot aussi, qui a beaucoup inspiré la génération hippie, puisque j'ai parlé un peu de hippie. Donc tout ça, on va retrouver tout ça un peu en Californie aussi, ces idées. Et d'ailleurs, les écrits aussi de Virginia Woolf sont très célèbres chez les hippies, qui étaient pour la liberté sexuelle, comme ça. Donc, d'abord, Carl Gustav Jung, version assez psychologique, romantique, c'est l'idée de l'anima et de l'animus. Voilà. Il s'inspire très clairement du taoïsme, du yin et du yang. Il explique, Jung, que dans chaque être humain, vous avez un inconscient masculin et féminin. Chez la femme, il y a une image idéale de l'homme, ce qu'il appelle l'animus. Et chez l'homme, vous avez une image idéale de la femme idéale, qu'il appelle l'anima. Qui est d'ailleurs une image un peu, c'est lié au complexe d'Oedipe, de Freud quand même. Il n'est pas en rupture avec Freud, il rectifie Freud en quelque sorte. Bon. En général, oui, cette image est liée à l'image de la mère qui a été idéalisée par le garçon, ou du père qui a été idéalisé par la fille. Et d'ailleurs, le coup de foudre, Jung explique le coup de foudre par cette théorie de l'anima, qui est intéressante, de l'animus. Si vous voyez dans la vie réelle la personne de vos rêves, donc vous avez rêvé, vous connaissez tous ce poème magnifique
de Verlaine, j'ai fait mon rêve familier, j'ai fait ce rêve étrange et pénétrant d'une femme qui n'est ni jamais tout à fait la même, ni jamais tout à fait une autre, et qui elle seule même comprend, etc. Je pense que Jung a dû le lire, ce poème, hein, puisque, bon, peu. Et ce poème est complètement taoïste aussi, quelque part. L'idée que c'est le rêve de l'anima, finalement. Et si l'image idéalisée qui peut nous apparaître dans nos rêves, hein, le rêve d'une inconnue, ça nous arrive de l'inconnu, une femme inconnue ou l'homme inconnu, c'est peut-être tout simplement parce que la confirmation du bien fondé de la théorie de Jung, c'est peut-être notre anima ou notre animus qui nous apparaît. Ça peut expliquer le coup de foudre, et le coup de foudre peut être dangereux. Voilà, c'est bien au début, c'est tout feu, tout flamme, et après ça peut être plus compliqué. Mais parfois ça peut marcher aussi, hein. Tout dépend. Mais l'inconscient peut nous tromper, hein. C'est une idée que Jung reprend comme un Freud, l'idée que l'inconscient, il est neutre. Tu ne peux pas forcément notre bien, il est un peu autonome, hein. C'est un peu comme un autre moi en nous-mêmes, hein, le fameux ça. Donc là aussi, théorie intéressante. Wilhelm Reich, lui, alors il va plutôt déborder Freud sur la sexualité. Jung, au contraire, reproche à Freud de tout axer sur le sexe, donc il va plus aller du côté de la spiritualité, de l'Orient justement, du taoïsme, du tantrisme. Jung a écrit un très très beau livre aussi sur le tantrisme, le yoga de la Kundalini. Kundalini, c'est l'énergie sexuelle, l'énergie vitale et sexuelle qui remonte par les chakras. C'est lié à la théorie des chakras, avec les 7 chakras, les chakras supérieurs, les chakras inférieurs qui sont sur le coccyx, du sexe, ça passe par le ventre, les poumons, la gorge, jusqu'entre les deux yeux et la fontanelle, donc les chakras supérieurs. Et il faut effectivement à la fois intellectualiser notre sexualité et sexualiser, c'est-à-dire notre intelligence, hein, pour Jung. Enfin, pour le tantrisme, et Jung est assez d'accord, hein, avec cette vision des choses. Wilhelm Reich, au contraire, lui, va aller plus loin dans la sexualité en disant Freud n'est pas allé assez loin, parce que Freud constate que le sexe est partout, hein, la polarité, Eros est partout, mais pour Freud, c'est pas que la génitalité. Hein. Quand on dit le sexe, c'est Eros, hein, c'est l'attirance des sexes, c'est l'érotisme, c'est beaucoup plus large que ça. Si on fait un contresens sur Freud, en faisant un pansexualisme, oui et non, de cette manière, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par sexualité, c'est pas uniquement la génitalité, il faut bien le rappeler, pour Freud. Reich va encore plus loin avec sa théorie de la bioénergie, d'une énergie d'orgone, il parle d'orgone, une énergie sexuelle qui serait dans le cosmos. C'est une théorie intéressante, ceci dit. Alors il va peut-être un peu aller trop loin parce qu'il aura des problèmes avec l'ordre des médecins aux États-Unis, il fera même de la prison puisqu'il va émigrer aux États-Unis. Étant juif autrichien comme Freud, c'est pas bon rester en Europe dans les années 30 à cause d'un certain moustachu qui n'aimait pas beaucoup la psychanalyse d'ailleurs. Sentit bien que quelque part tous les psychanalystes n'avaient qu'une seule obsession, c'était de psychanalyser Adolphe. Mais bon, ça aurait été compliqué. Alors il y aura des psychanalyses posthumes, des psychanalyses à distance. Tout le monde va s'y mettre, entre Carl Gustav Jung, Freud, Reich et bien d'autres. Il aura le droit à plein de psychanalyses gratuites, si je puis dire, forcément. Bon. Et donc c'est une idée qui peut sembler un peu saugrenue, mais qui n'est pas si belle que ça, on n'en sait rien. Après tout, une énergie, on ne la voit pas, toutes sortes d'énergie dans le cosmos, on ne le connaît pas forcément encore. Donc il parle d'énergie sexuelle et il explique que l'humanité va mal parce qu'on a bloqué, on a une cuirasse à cause de la morale, pas seulement judéo-chrétienne, la morale en général, on s'est cuirassé contre cette énergie, et donc si on se laissait aller, tout irait mieux. Certains vont le pratiquer, hein, je crois même que Wilhelm Reich à un moment donné va commencer, il va vite se faire arrêter, enfin vite avoir des problèmes, il va proposer le transfert affectif, il va l'assumer, parce que Freud disait que le transfert affectif doit uniquement se faire de la part de la patiente, du patient vis-à-vis de son psy. C'est normal que le patient tombe amoureux de son psy, ça fait partie du principe thérapeutique. Mais le contraire, il n'est pas justifié pour Freud. Bon, Jung fera une erreur, lui-même en ayant une liaison avec sa patiente. Freud lui reprochera d'ailleurs, pas par moralisme, hein, Freud n'est pas dans le moralisme, mais par déontologie. Le psy doit effectivement être dans une position paternelle et donc vis-à-vis de sa patiente, ou maternelle si c'est une femme, d'homme psychanalyste à l'époque de femme. Il y aura la fille de Freud, qui sera une grande psychanalyste. Il y en aura quand même pas mal. Louis Salomé aussi, grand psychanalyste.
C'est peut-être un des rares domaines de la culture humaine au XXe siècle où il y a pratiquement pas autant de femmes, mais beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes psychanalystes, brillantes d'ailleurs, peut-être même parfois plus intuitives que les hommes, il me semble. D'ailleurs, la théorie la plus intéressante de Freud, c'est une théorie qui vient d'une femme, la théorie de la pulsion de mort. Bon, c'est une théorie très intéressante, une pulsion de mort qui existe en l'homme, qui fait qu'on ne cherche pas forcément le bonheur, que notre inconscient nous pousse à notre malheur quelque part, c'est assez vrai. Sa fille, ça vient de sa fille? Ça vient, non, même pas de sa fille, ça vient de sa patiente Sabina Spielrein, qui a été d'ailleurs la patiente de Jung aussi, et la maîtresse de Jung d'ailleurs. Et lui a emprunté cette théorie. Je trouve que, alors je pense qu'il a dû le préciser, je ne sais pas trop, on l'a attribué à Freud, c'est pas Freud lui-même, je pense qu'il a reconnu la tête qu'il devait à cette Sabina Spielrein. On le voit très bien dans le film d'ailleurs, Cronenberg, qui à mon avis est très juste. Le film s'appelle Dangerous Method, c'est un film sur la relation Jung-Freud et cette histoire de femme qui va les séparer aussi. Ils sont tous les deux amoureux de la même femme, de la même patiente, mais Jung a un avantage, il a 20 ans de moins, puis c'est un beau gosse, plus que Freud. Et Freud va d'autant plus mal prendre la chose. Ça va, disons, avoir une influence, d'après le scénario du film, mais je crois que c'est vrai, dans leur rupture. La rupture, bien sûr, elle est intellectuelle, ils sont plus d'accord intellectuellement, mais il y a aussi un côté affectif entre les deux hommes qui est très important. Parce qu'il y avait une véritable relation fusionnelle, pratiquement, entre Jung et Freud, quasiment d'amour. Freud est même allé jusqu'à dire que Jung avait une homosexualité refoulée de lui, mais ça, c'est l'argument le plus partagé. Bon, et Jung dira la même chose de Freud, d'ailleurs. On se renvoyer un peu la balle. Alors oui, certainement que, peut-être, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit peut-être, parce qu'on a tous une forme d'homosexualité refoulée, puisque le choix sexuel se fait pas tout de suite, ça se fait progressivement chez l'homme. L'identification, etc., c'est progressif. Alan Watts, puisque je ne veux pas être trop long, qui va après à reprendre des auteurs qui vont intéresser ou d'autres, dire un peu plus. Donc je suis obligé de faire un peu plus au bouton entre les auteurs pour aller assez vite, passer assez vite de l'un à l'autre pour pas être trop long. Alan Watts, lui, c'est un théologien à la base, qui s'est intéressé à la spiritualité orientale, qui était un petit peu fatigué de cette théologie protestante anglaise, très puritaine, très patriarcale, il faut bien dire, très masculine. Et donc il part aux États-Unis, en Californie, comme beaucoup de grands intellectuels européens qui étouffent dans le carcan conformiste européen de l'après-guerre, de la guerre et de l'après-guerre, oui c'est l'après-guerre. Et donc il va développer des idées intéressantes. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle, on a mal traduit par Amour et connaissance, mais en fait c'est L'homme, la femme et la nature, Man, Woman and Nature, qui est plus juste comme, c'est le vrai titre anglais. Bon. C'est effectivement, Alan Watts constate qu'il y a un malaise dans notre culture parce qu'on est déséquilibré entre le masculin et le féminin. Il reprend un petit peu les idées de Greenbaum, d'une certaine manière, sur une nécessaire unité entre ces deux polarités yin et yang. C'est pas seulement l'homme et la femme, encore une fois, parce que vous pouvez avoir des femmes qui seront complètement dans le yang, c'est pas ça qui va arranger les auteurs du monde, et des hommes qui sont yin. Il faut être au-delà d'une différence purement sexuelle. C'est là l'erreur, d'ailleurs, pour la moitié de certaines féministes, qui sont dans le combat femme contre homme. Non, c'est pas du tout ça, il faut être au-dessus au-delà de ça, évidemment. Il y a des différences évidentes, anatomiques, etc., entre les femmes que le taoïsme conçoit parfaitement. Je pense que de toute façon, pour le féminisme, il faut être taoïste, sinon c'est pas la peine, sinon c'est voué à l'échec. Si vous n'êtes pas sur une base taoïste, le féministe se casse la figure forcément, à mon avis. Base taoïste ou quelque chose de proche du taoïsme, ça peut être Platon, ça peut être d'autres pensées. Si on conçoit uniquement les choses d'une manière horizontale, matérialiste comme Simone de Beauvoir, qui parle encore de Simone de Beauvoir, aujourd'hui, on a fait philo Simone de Beauvoir, mais bon, on n'était pas très nombreux, vous n'êtes pas très nombreux non plus aujourd'hui ici, mais disons que, non, je pense que c'est, à mon avis, peut-être je m'oublie un peu, mais à mon avis, c'est bien dépassé quand même, c'est assez mort comme approche du féminisme. Peut-être qu'à l'époque de Simone de Beauvoir, il n'y avait pas d'autre voie possible, je ne sais pas que tout est rejeté, mais il me semble que ça a vécu. Et enfin, donc, pour conclure, pour ne pas être long, pour laisser la parole,
Donc je dirais que l'Orient et l'Occident, finalement, ont la même aspiration à cette totalité, puisque finalement le sujet aussi, on aurait pu le traiter comme ça d'ailleurs, hein, aussi on aurait pu le traiter d'une manière plus métaphysique. Je termine là-dessus avec l'idée de la recherche de la totalité. C'est ce que veut dire aussi cette phrase, aucun d'entre nous n'est complet. À lui tout seul, on a besoin de se sentir appartenir à un grand tout. Quelque chose d'holistique, quelque chose qui nous dépasse, un peu comme la goutte dans l'océan, qui peut expliquer pas mal de mouvements communautaires du XXe siècle. Alors justement, je vais parler un petit peu du mouvement hippie, on peut y revenir. Le mouvement hippie, c'est à la fois un mouvement de retour à la nature, qui s'inspire de Rousseau notamment, l'homme est bon à l'état de nature, on fait du camping, tout ça, on va dans les forêts, tout ça. Une vision féministe quand même, les hommes aux cheveux longs, ben voilà. Vision aussi, on va dire, de libération sexuelle, là c'est quand même Reich qui nous a quand même inspiré pas mal, Reich et quelques autres. Donc la communauté des hommes et des femmes, bon, ça marchera un temps, mais à un moment donné il y aura des frictions, parce que malgré tout, ils s'opposent à la propriété privée, alors c'est facile de tout partager un certain temps, pratiquement. Partager le compagnon, la compagne, c'est moins évident quand même. Il y a un très beau film avec là, je sais pas comment ça s'appelle, qui nous montre bien comment ça finit par foirer, quoi. Ils finissent par se flinguer, les clics qui sont pourtant contre la violence. Mais bon. Ça n'a pas trop marché, parce que malgré tout, bah oui, il semblerait que ça résiste. Il y a quand même le partenaire privilégié, comme on dit, tout simplement. Hein. Ça, c'est sans faire même de la morale, hein. C'est tout simplement, c'est quelque chose qui est instinctif, et que on tient à une personne, et puis c'est pas une autre, et il n'y a pas... Voilà, tout le monde n'est pas échangiste, c'est minoritaire encore aujourd'hui. Bon, bref, donc le mouvement hippie va être dénigré un petit peu, il y aura tout et n'importe quoi, il y aura des choses intéressantes, puis il y aura aussi du gros n'importe quoi un petit peu. Certains intellectuels vont se faire récupérer par le mouvement hippie. Bon, avec cette idée du grand tout de la communauté, voilà. Vivons ensemble, c'est quelque chose qui existe toujours, on se plaint de l'individualisme, hein, c'est une conclusion en Occident, mais aussi en Asie, hein, ils sont de plus en plus individualistes, hein, c'est la mondialisation qui veut ça. On crée des consommateurs individualistes, d'ailleurs, la société de consommation veut des gens individualistes, c'est des meilleurs consommateurs, des gens déprimés, parce que quand on est seul, on déprime plus facilement. Qu'est-ce qui est le moteur de la consommation? C'est la dépression, évidemment. On va acheter des choses inutiles, parce que la plupart des choses qu'on achète sont inutiles, si on réfléchit bien. Bon, ça nous fait plaisir, pour se faire plaisir justement, c'est pas complètement utile, mais on a besoin de se faire plaisir parce que la vie simple ne suffit plus pour nous faire plaisir. Aller se balader dans la nature, la présence de l'être qu'on aime, tout ça ne nous suffit plus apparemment. On a besoin d'autre chose, de plus, parce que on se sent trop seul. Et c'est aussi ça qu'a voulu dire, je pense, Virginia Woolf, hein, c'est l'interprétation. Là, j'ouvre peut-être la porte au débat, justement, à vos interventions, sur l'idée que peut-être que tout simplement, aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul, parce que, justement, on est des êtres sociaux. L'être humain, je reviens à Aristote, que je l'ai cité au début, l'être humain est un animal social, un animal politique, même dira Aristote. Contrairement à Rousseau qui parlait de l'homme à l'état de nature comme un tout individuel, on sait très bien que ça c'est faux, hein, que l'homme ne peut pas vivre tout seul. Un homme élevé par des singes devient un singe dans sa tête. C'est comme Victor de l'Aveyron, l'homme loup, l'enfant loup, qui ne deviendra jamais humain. Enfin, il va mourir à 12 ans, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais il n'a même pas su apprendre à parler à 12 ans. Et il n'était pas du tout attiré par les autres petits garçons, même les petites filles, il était plutôt attiré par les chiens. Il ressemblait plus à ses congénères, à sa maman, la louve. Non mais c'est une histoire vraie, très intéressante, qui montre que l'homme, il n'y a pas d'humanité issue, il semble aller dans ce sens. Hein. Ce n'est pas une certitude absolue, mais à 99%, il semblerait qu'on ne peut pas concevoir un homme seul. D'ailleurs, c'est Michel Tournier qui montre très bien dans Robinson des nains du Pacifique que Robinson Crusoe, après 4 ans de solitude, même la rencontre avec Vendry n'est pas suffisante, elle survient à la fin et puis Vendry part avec le bateau. Robinson refuse de partir avec le bateau qui vient sauver parce qu'il trouve les hommes trop grossiers, ils boivent de l'alcool, ils ont des blagues salaces, c'est des marins, c'est pas des intellos de café Tao ou café Philo, mais quand même, je sais pas, ils auraient peut-être pas trouvé aussi grossiers. Il trouve les marins très grossiers, il ne veut pas aller avec eux, il le trouve vraiment nul. Il préfère rester sur son île, tout seul, et mourir, mais il devient fou, il devient psychotique. Ah oui, bah oui. Mais il y a un bouquin. Voilà, le bouquin est magnifique. Hein. D'ailleurs, il identifie son île qu'il va appeler Speranza à sa femme, quoi. Hein. Voilà, il y aura des plantes, il sera le vieux père des plantes. Hein. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Il y a pas longtemps l'amour avec la terre. Il y a pas longtemps qu'il est décédé d'ailleurs. Oui. Non, il y a pas longtemps qu'il est décédé.
Oui, il n'y a pas longtemps. Et je l'ai rencontré personnellement quand j'étais ado à la fac, à la librairie Cléber de Strasbourg. J'avais une prof de français qui était une fan de Michel Tourné. Il m'a dédicacé son livre, Les Mains du Pacifique. Donc oui, c'est un grand penseur, grand écrivain et puis un grand philosophe aussi, Michel Tourné. Voilà, je terminerai sur cette touche exotique avec Tourné et Robinson. Donc, la parole à la salle. Merci. Qui se jette à l'eau? Comme une chine à rouge, mais pas Dans le même sans sens. se noyer, voilà. Ouais. Gilles. Alors, Gilles, oui. Oui, je veux préciser une chose, Oui, c'est que le divorce entre Jung et Freud oui, était un divorce intellectuel total. oui. Il n'y avait pas d'affectivité particulière. Freud avait parfaitement qualifié l'autorité neutre et bienveillante du psychanalyste et la position de refusement. Alors que Jung n'avait pas respecté ça. Et c'est là qu'était la pierre d'achoppement, je dirais, entre Jung et Freud. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à la psychanalyse de Marie Bonaparte. Et lorsque Marie Bonaparte essaye d'approcher Freud en dehors de dans la vie que mène Freud, Freud répond toujours « je vous en prie ». C'est-à-dire qu'il la rééloigne au travers de cette formule « je vous en prie ». Ainsi dit-elle à un moment donné « j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ». Et Freud me répond « je vous en prie ». Voilà la manière qu'il avait sa stratégie de refusement. Voilà, c'est tout. Oui. Non, mais je crois que tu as raison, c'est vrai que Cronenberg, quand même, en rajoute un peu avec. C'était une pièce de théâtre à l'origine, l'histoire de Sabina Schneeberg. C'est vrai qu'il a, pour des raisons romanesques, c'est vrai que quand un film, ça fait mieux s'il y a l'histoire d'une femme, et voilà, je pense qu'il y a une exagération. Et ce que je veux dire, c'est Ce que rôle. ça fait partie du roman de la psychanalyse. Exactement, voilà, c'est ça. Romanesque. Version romanesque, effectivement. Oui, tu as raison, là, fondamentalement, c'est un divorce intellectuel, bien sûr. La sortie du complexe d'Oedipe, Oui. le transfert. Des deux côtés d'ailleurs. Oui. Des grands penseurs, des grands intellectuels qui savaient mettre leur affect dans les vestiaires, je pense. Oui, Gunther. Alors d'abord, j'ai appris énormément de choses. Hein. Tu as dit, ça Platon avait un fils, je sais pas. Oui. Fils qui en parle presque jamais. Hein. Ouais. Je crois qu'il s'appelle Adimante, il me semble. Non, par rapport à Simone de Beauvoir, ça a été rapporté par l'ami. À la fin de la vie, il a dit « j'étais floué ». J'étais floué avec son idée. Effectivement, de féministes qui sont dans le ressentiment, les hommes se sont fait chier, maintenant on va les faire chier, tout ça. Je suis d'accord avec toi, ça marche. Donc ils veulent dire des hommes, voilà. C'est une impasse. Non, c'est le titre qui m'intrigue parce que pour moi, quelqu'un qui est complet, même avec quelqu'un, j'appelle ça le mot bouche-trou. C'est-à-dire, si on ne peut pas être seul, et puis celui qui est complet, ça va en français, ça ne va pas dans d'autres langues, il est achevé. C'est-à-dire dans le sens. Même par rapport à Dieu, je crois on peut utiliser Dieu comme, voilà, maintenant avec lui je suis tout, mais je crois que c'est plutôt une ouverture vers l'infini. Et c'est, même avec l'autre, on n'est pas une boule fermée sur soi. Tu as raison, parce que là, effectivement, c'est une critique qu'on peut apporter peut-être à cette phrase. C'est l'idée, effectivement, comme tu dis très bien, de l'amour bouche-trou. C'est très psychologique, c'est très moderne, c'est très actuel. Hein. Finalement, on ne peut pas être seul, effectivement, et donc on va se mettre en couple, parce que c'est pas souvent un sociologie. Beaucoup de sociologues le constatent, tous les sites de rencontrent ça, hein. On parle souvent des philo d'ailleurs, on les critique souvent d'ailleurs. Bon. C'est vrai que ça donne cette impression, et c'est lié quand même à Platon, à ce qu'on peut reprocher à Platon d'ailleurs, l'idée du désir comme manque. Spinoza n'est pas d'accord, par exemple. Je ne sais pas parler de Spinoza, mais effectivement, ça serait, il me semble que ce que tu dis est assez spinoziste, l'idée que le désir devrait être créateur. Or là, on n'a pas l'impression, avec cette idée de ne pas être complet tout seul, que c'est très créateur. Que, effectivement, on
cherche une compensation à sa solitude, tout simplement. Se sentir moins seul, être avec l'autre pour être moins seul. Juste un petit mot, parce que quand on dit, par exemple pour Lacan, c'est pas du tout le manque qui constitue le désir, c'est que le désir arrive parce que l'objet de satisfaction manque. C'est pas qu'il y a un manque, Oui. mais et c'est la pub, elle marche là-dessus, c'est-à-dire qu'elle propose des objets pour combler un désir. Or le désir ne peut pas être comblé, parce que le désir, un objet, on demande satisfais-moi, mais à la bien-aimée, à Dieu, à la philo, on ne demande pas satisfais-moi, mais rends-moi encore plus ardent, plus aimant. Et donc, ça s'appelle, dans la pub, ils appellent ça la frustration post-achat. Et moi j'étais comme ça quand j'étais jeune, quand j'aurais telle veste, je serais irrésistible, j'aurais toute le temps du monde. On l'achète et puis rien n'est changé. Et ils emploient des psychanalystes, des psychiatres, ils font vraiment pour rabattre le désir sur le besoin. Et c'est comme ça qu'ils nous ont. Parce qu'on n'a plus d'infini. Il n'y a plus que la consommation. On n'a plus Dieu, ni le parti, ni la patrie, il n'y a rien. Enfin, on n'a plus, il ne faut pas généraliser non plus. Pardon? On n'a plus. Les on, ça représente certaines personnes. C'est-à-dire, pas moi j'ai quelque chose. Oui, il y a des résistants, bien sûr. Voilà, Les résistants. Et le café philo, c'est résistant. Déjà, ceux qui viennent des cafés sont des résistants. On va voir ça comme ça. Oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne consomme pas énormément. Il y a certains patrons, ici c'est pas le cas, mais qui nous reprochent de ne pas consommer assez. Voilà. Justement. On n'est pas dans les possibles. C'est vrai qu'on est un peu en marge de la consommation. Dans le café philo. Ah oui. Pense moins, pense plus et dépense moins. Oui, c'est inversement proportionnel, la pensée et la dépense. Effectivement. Bon, maintenant, ne vous culpabilisez pas si vous devez faire du shopping. T'inquiète. Oui, ça fait partie de la vie. Oui, alors. Moi, je pense que si cette formule existe, si elle l'a dit, il faut savoir pourquoi elle a dit cela. Si elle a dit cela, c'est parce que, aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul, c'est parce qu'elle a pu le croire. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est une affirmation qui n'est peut-être pas initiale. C'est au bout du compte, parce que finalement, pourquoi dire cela? Si elle le dit, c'est parce qu'elle a cru le contraire. Donc, elle est embarquée dans un processus, je dirais, androgynal, dont elle pense à un moment donné qu'il ne fonctionne pas, mais dont elle aurait bien voulu qu'il fonctionnât. C'est des formules, il faudrait, pour la situer dans sa pensée, c'est pas évident. Parce qu'en fin de compte, peut-être que, effectivement, moi personnellement, je crois fondamentalement que la femme a une dimension androgynale, déjà physiquement. Parce que en fin de compte, si on imagine à quoi ressemblait l'androgyne, l'androgyne, il n'a pas de phallus, a priori, androgyne. Parce que vous avez donné un exemple tout à l'heure, un androgyne, c'est pas quelqu'un qui a à la fois des parties masculines ou des parties féminines. C'est quelqu'un... Oui, là, tu parles du vrai androgyne, parce que moi je parlais de l'androgyne du mythe de Platon qui a les deux. Oui, mais moi je pense que c'est pas cet androgyne-là. Non, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas cet androgyne-là qui, à mon avis, c'est pas celui-là qui nous intéresse ici. L'androgyne qui nous intéresse, c'est celui qui est capable, à lui tout seul, de procréer. Oui, c'est-à-dire et dont les fonctions justement génitales ne sont pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. C'est une c'est la parthénogenèse. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu choqué quand tu as dit. Alors il y a aussi l'hermaphrodite, mais en fin de compte le véritable androgyne, qui renvoie d'ailleurs au premier chapitre de la Genèse. L'homme a été créé homme et femme. Il y a plusieurs lectures possibles de cette formule, mais cette formule, elle signifie qu'il est à la fois homme et femme, masculin et féminin, et même à la limite que Dieu qu'il a créé, il a été créé homme et femme à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu lui-même est androgyne. Oui, c'est intéressant ce que j'ai vu. Et ça pose un problème parce que dans la profession de foi juive, on dit Dieu est un, Adonai Echad. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on demande aux Juifs qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que Dieu est un. Alors, ils répondent ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est ce qu'ils répondent. En réalité, ça veut dire qu'il y a une unité de Dieu. C'est pas la même chose que le Dieu est le seul Dieu. Il a une unité de Dieu parce qu'on pourrait penser
qu'effectivement, comme il est homme et femme, il n'est peut-être pas si unitaire que ça. Donc il y a un débat théologique sur qu'est-ce que c'est que ce Dieu. Est-ce que ce Dieu, il est d'un seul tenant, ou est-ce qu'il a une dimension androgynale? Et donc les Juifs qui interprètent presque tous la formule qui est répétée dans la première profession de foi du schéma Israël, on leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous dites que Dieu est un? Et ils répondent, c'est parce qu'on croit à un seul Dieu. Mais pas du tout. C'est parce qu'il y a un débat à ce sujet. Bon. Alors, pour revenir à la question de la... C'est ça, l'androgyne est sphérique, c'est ça? Oui, dans le mythe de Platon, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sphérique? Parce que justement, cette androgyne sphérique, c'est justement cette androgyne qui n'a pas besoin de l'autre. C'est-à-dire qu'il est... Par exemple, pour moi, une femme androgynale, c'est par définition la femme enceinte. Parce que, alors la femme enceinte, elle est effectivement sphérique. Proche de la sphère. Voilà, elle est sphérique, elle ressemble énormément. C'est-à-dire que la femme enceinte, une fois qu'il y a eu ce déclenchement par l'homme, elle retrouve sa dimension androgynale. Un homme gros aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'androgynal, ça renvoie normalement à la sexualité quelque part. Bon, alors ne disons pas n'importe quoi. Bon, donc, effectivement, cette androgynité féminine, elle est en train d'en faire le deuil quelque part, en disant finalement, il faudra rajouter, finalement, aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul, comme j'aurais pu le souhaiter. Et effectivement, l'androgyne, il pourrait avoir ce fantasme, et même cette conviction, qu'il est complet. Oui. L'androgyne, son problème, c'est qu'il pense qu'il est complet. Et donc, dire que quand un androgyne dit qu'il n'est pas complet, c'est qu'il se remet il ne sait pas très bien ce qu'il est, finalement. Puisqu'il normalement, il est censé être complet, puisqu'il est androgyne. Donc, alors moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que il y a des moments où cette androgyne, il y a un moment où la femme est dans un état androgynal, psychologiquement, parce que c'est pas uniquement physiquement, c'est aussi psychologiquement. Parce que quand elle est dans l'androgynat, elle n'a pas besoin de l'homme. Mais quand elle n'est plus, quand cette entrée androgynale ne fonctionne plus, c'est là qu'elle va vers l'homme. Ce qui expliquerait que à certains moments, la femme, et d'ailleurs on parlait tout à l'heure du féminisme, à un certain moment le féminisme bascule vers une sorte d'androgynat, c'est-à-dire on est très bien tout seul, et parfois au contraire, il y a une autre démarche. Donc il y a dans les contradictions même des positions féministes, il y a cette espèce de balancement que, à mon avis, évoque Virginia Woolf dans sa formule. C'est intéressant. D'ailleurs, il me semble, je ne connais pas très bien la vie en détail de Virginia Woolf, je me suis un peu documenté, mais que effectivement cette phrase, elle l'a quand même dite assez tard, à un moment où elle ne pouvait plus se contenter de vivre juste comme ça, d'une manière, on va dire, platonique avec son mari, qu'elle aimait bien, parce qu'il était gentil avec elle, on la défendait, c'était un chic type, on va dire, mais elle a dit bien de lui, mais il se passait plus grand chose, je pense, entre eux sur le plan intime. Il se passait quelque chose, et donc ça lui suffisait plus d'être toute seule, justement. Donc elle est allée vers d'autres femmes, justement, elle a commencé à aller vers d'autres femmes, vers des femmes. Elle a assumé son homosexualité qui était latente, jusqu'à un certain temps. Et c'est là qu'elle dit, effectivement, aucun d'entre nous n'est complet à lui seul, parce que même, comme tu dis très juste, même l'androgyne, il a besoin de quelqu'un. Voilà. D'ailleurs, prenons un exemple tout bête de la nature, les escargots sont hermaphrodites, androgynes, mais ils ont quand même besoin d'un autre escargot pour eux, c'est pour faire d'autres escargots, mais est-ce que si on faisait de la psychologie d'escargot, on aurait un besoin d'être à deux quand même. Alors, ils peuvent jouer le rôle du masculin ou du féminin, comme ils veulent. C'est ça l'originalité des escargots. Ils ont les deux sexes intégrés, ils sont hermaphrodites. Mais voilà. L'androgyne, normalement, il n'est pas censé avoir de phallus, l'androgyne. Effectivement. C'est le vrai androgyne. Pas celui du mythe, mais le vrai, oui. Anatomique. Celui oui, c'est quand même... C'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant d'aller voir la statue de l'androgyne au Louvre. Elle perturbe. Ah ouais, c'est l'hermaphrodite. Voilà, c'est le fils d'Hermès. Mais complémentaire. L'androgyne, c'est un être créé en tant qu'androgyne, alors l'hermaphrodite est né de deux sexes différents. Voilà, c'est différent. Censé être deux sexes différents. Et là, il y a des sexes, justement.
là, dans ce cas-là, on voit les deux sexes, masculin et féminin, mais c'est assez particulier. L'élément plus de dos, c'est une femme, de face, c'est une pièce qui montre le pas beaucoup de... Ça fait réfléchir. En plus, elle a mangé sur un divan. En plus. Ça annonce la psychanalyse. Alors, oui, Alain, puis on vient à... Dans ces deux phrases, moi, ça m'interpelle. Aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul. Donc, elle réalise que tout seul, elle ne peut rien faire. C'est ça que ça veut dire. Mais avec le texte en anglais, ça veut dire... pour moi, je réalise qu'elle dit cause toujours, tu m'intéresses. C'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire, laisse-moi tranquille. Et moi, je ressens ça comme ça, quoi. Alors, est-ce que ce qu'elle a dit en anglais, c'était à quel moment elle a dit ça, hein? Ça, c'est parce qu'on parle de la noyade, à quel moment elle a dit ça, quoi. Quelque part, elle a un peu... on est dans la résistance, là, elle est dans la résistance totale, quoi. Donc, est-ce qu'on sait un peu une chronologie de ça? Je comptais un peu justement sur la dame qui a proposé le sujet. Pour vous éclairer un peu plus sur. Voilà, je voulais laisser ça, quoi. Du coup, c'est dommage qu'elle soit pas là. Ouais. Plus éclairée. Là, en tout cas, sur la vie de Virginia Woolf, moi je ne suis pas non plus un spécialiste, mais on en connaît un peu les grandes lignes. Il y avait eu un film en 2003, je crois, avec... Qui a tué Virginia Woolf? Qui a peur de Virginia Woolf? Qui a peur, oui. Avec Elizabeth Taylor et... Oui, mais ça c'est un vieux film, mais il y a un film plus récent. C'est récent, il y a eu avec Out of Africa, cette... Meryl Streep. J'ai pas vu le film, j'ai entendu très très beau, justement, Meryl Streep donne beaucoup de dimensions à ce film-là. Mais ce qui est intéressant, là, avec Virginia Woolf, c'est quand même, c'est que c'est une personne qui, dans sa fragilité, elle a montré un peu l'essentiel, moi je dirais, du drame un peu philosophique humain. Et quand dans cette phrase-là, quand elle dit aucun d'entre nous n'est complet, c'est que, et elle-même, elle l'a manifesté dans sa vie, elle a cherché justement à trouver cette réalisation de soi. Elle se rend compte que la réalisation de soi, c'est pas justement simplement quelque chose de spirituel, mais dans la créativité, on peut trouver un certain apaisement ou une certaine réalisation, mais que de l'autre côté, tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre qui est horizontal, on peut dire comme ça, entre deux êtres humains, quand il n'y a pas ce partage et cette harmonie, bien justement, il y a toujours un manque. Et elle l'a exprimé dans sa vie, pourtant elle était très très bien avec son compagnon, au niveau amitié, au niveau... mais elle a fini tragiquement parce qu'elle n'a pas réussi à s'assumer ni sur un plan ni sur l'autre. Et ça, c'était pas un niveau métaphysique justement, c'était un niveau très très direct, très humain, et là, dans sa vie, cette personne-là, parce que sa sensibilité, comme beaucoup d'artistes ou autres, elle avait du solaire, ou je ne sais pas quoi, elle avait surtout une très grande sensibilité, et elle a eu cette acuité à une époque où il était vraiment très très difficile de le vivre et de l'assumer. Aujourd'hui, c'est la rigolade. Enfin, je veux dire, Virginia Woolf, il y en a à tous les coins de rue, je dirais, en exagérant un petit peu, parce que c'est commun. Avec peut-être le talent littéraire en moins, quand même. Non mais voilà, mais par contre, sur le plan du vécu, voilà. Mais à cette époque-là, justement, c'est dans une société très rigide et autre, avec toute cette sensibilité qu'elle avait, elle posait bien la condition du drame humain qui n'est pas simplement justement une réalisation dans la créativité ou dans la spiritualité ou autre chose, mais il y a cet équilibre et qui est un équilibre qui n'est pas facile à réaliser parce que justement on est dépassé par soi-même. Elle-même, je pense, elle était dépassée par soi-même parce que et beaucoup d'êtres humains le réalisent aujourd'hui, c'est que c'est pas si simple de réaliser justement, de s'assumer en tant qu'être humain dans une certaine type de sexualité ou autre. Elle avait ce schéma traditionnel où elle était relativement bien, parce qu'elle avait une complicité avec son compagnon, elle n'était pas mal du tout. Hein. Mais
elle n'arrive pas, mais de l'autre côté non plus, finalement, elle n'y est pas arrivée non plus. Peut-être justement sur le problème de la pression de la société, aujourd'hui, elle y serait peut-être mieux parvenue. Mais en tout cas, là, elle pose quand même une question qui n'est pas simple et qui va loin, moi je trouve, justement. Elle était à double face quand même. Elle était à double face. Oui, mais tous les êtres humains, je pense justement, là, pour moi, non, si, justement, c'est comme un artiste, c'est comme un philosophe, elle a une sensibilité, c'est plus marqué, et puis elle le vit dans un extrême d'une vie tourmentée. Alors bon, mais quelque part, c'est un miroir, surtout, il faut être honnête, c'est un miroir de l'être humain en général, qui a à la fois cette aspiration intérieure vers une réalisation à différents niveaux, mais aussi horizontalement, on doit arriver à assumer ce que l'on est dans une vie justement d'amour, de relations humaines, et ce schéma-là n'est pas si évident. Elle l'exprime bien dans cette simple phrase, aucun d'entre nous n'est complet à lui tout seul. Ça exprime vraiment cette difficulté à trouver cette réalisation de soi qui n'est pas une réalisation uniquement intérieure, spirituelle, parce qu'elle-même elle avait une vie très riche, je pense, intellectuelle, artistique, son compagnon était écrivain aussi, enfin, il avait une vie réussie, je peux dire. Il y a une reconnaissance quand même. Voilà, au niveau de l'accomplissement. Mais il y a une dimension qui va au-delà et qui pose question. Et là, c'est pour moi une belle question. Ouais. Ça m'inspire en fait. D'abord, pour rebondir sur ce que tu as dit, elle n'était pas si tu dis, elle était pas mal, mais elle n'était pas si bien que ça. Pour dire ça, elle n'est pas si bien. Voilà, moi, cette phrase m'inspire plusieurs choses. En ramenant, je préfère la ramener à notre époque actuelle. Parce que c'est vrai, en fait, quand même, pour dire, pour revenir à Virginia Woolf, c'est quand même une artiste. Et les artistes ont une sensibilité exacerbée. Et finalement, c'est quand même, je veux dire, par rapport au commun du mortel, ils ont quand même une sensibilité qui aboutissent à une vision pessimiste de la vie. Je veux dire, chercher une harmonie, en fait, apparemment, l'autre, comme tu dis, son mari, ne suffit pas. Et pourtant, on pourrait dire que, moi je pense que on peut trouver un équilibre dans la vie. Je pense que l'homme et la femme sont complémentaires. Et donc, cette complémentarité peuvent aboutir à un équilibre qu'on peut percevoir, justement, chacun différent, s'apporte mutuellement des choses différentes. Et ça par contre, c'est pour moi, c'est en ce sens-là que je perçois tout ça. Voilà. Donc, dans le domaine amoureux, il y a aussi le domaine amical, bien sûr. Je veux dire, on peut avoir des amis qui sont différents, qui ont des points de vue différents. C'est le partage qui compte. Donc, le domaine amical. Et je pense aussi, au final, il y a aussi le troisième volet, c'est qu'on est quand même des êtres sociaux. C'est-à-dire qu'on a besoin de liens sociaux pour quelque part soit s'identifier, soit se reconnaître dans un certain état d'esprit. Je ne sais pas si tu vas très bien. Et voilà. Donc tout ça pour moi, ça arrive en fait à l'histoire du lien, quelle que soit la nature du lien, qui est quand même, je veux dire, une source d'équilibre pour l'être humain. Donc, voilà ce que je peux dire.